Grégory Joron nous a rejoint. Bonsoir, vous êtes secrétaire général des SGP. Bonsoir. Ce sont les forces de l'ordre qui sont chargées de contrôler ces passes sanitaires dans les établissements, notamment les restaurants, les bars. Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile, difficile? Vous avez multiplié les contrôles? Ouais, il y a des contrôles multipliés, non, parce que encore une fois, on n'est plus du tout je l'ai déjà dit, dans le cadre des premiers confinements où pour le coup on pouvait quasiment ne faire que ça, c'est-à-dire avoir essentiellement les tâches effectuées, les missions de police en contrôle des passes et à l'époque pas du pass, mais en tout cas des attestations qu'on avait mises en place. Aujourd'hui, on a à faire face à une délinquance de rue qui a repris sa place et globalement, on n'a pas beaucoup le temps d'aller sur ce genre de mission. Ce qui reste inquiétant, c'est en effet, et à mon avis le nœud de tout ça, c'est l'acceptation sociale des mesures qui vont être prises. On a vu qu'à Londres, ça a quand même bougé assez fort. Je suis pas sûr que si demain des mesures vraiment restrictives et coercitives étaient mises en place, ce soit bien accepté. Vous envisagez des violences, quoi. Soyons clairs. Clairement oui, mais alors, je sais pas si le risque est mesuré, mais je pense que la prudence, à mon avis, du gouvernement s'explique surtout sur ce point d'équilibre d'acceptation sociale par rapport à des mesures fortes. Parce qu'on a Grégory Joron, les jours qui arrivent vont être un petit peu tendus du côté des forces de l'ordre, s'il y a des mesures un peu dures qui sont annoncées. Alors il y aura toujours ce temps de latence entre les annonces politiques et leur mise en route sur le terrain. Il y a toujours en général 36 heures pour savoir à peu près comment on va se positionner et encore une fois, quelle va être la réaction des gens et de notre société, parce que c'est vraiment, je pense, qui tétanise un peu tout le monde, parce que il y a en effet sûrement beaucoup d'erreurs et je pense que tout le monde apprend un peu à marcher avec tout ça. Les frontières, c'est assez prévisible. Oui, non, mais tout à fait. Les frontières, c'est assez prévisible, mais aujourd'hui, je pense moi, je veux pas faire de procès à qui que ce soit. Encore que on a pour notre fédération déposé plainte. Nous, sur le coup des masques particulièrement, parce que si on reprend le début de la pandémie, il y a quand même eu des sujets. Vous aviez raison. Gouverner, c'est anticiper. Gouverner, c'est aussi dire les choses et essayer de pas les masquer. Donc, je pense que là, ils sont plutôt dans la transparence, au risque justement aujourd'hui d'être accusés de pas tout dire. Alors, c'est un peu compliqué. Pas mal, parce qu'il apparaît comme l'homme qui effectivement nous arrange nos affaires. Sur le pass sanitaire en entreprise, mais de manière assez pragmatique, je pense que ça aurait été surtout en défaveur des petites catégories socio-professionnelles, surtout ceux qui travaillent avec leurs mains, ceux qui sont obligés d'être présents, parce que c'est vrai qu'un pass sanitaire en entreprise pour des gens qui sont en télétravail ou des cadres qui peuvent être à la maison, ça n'a pas beaucoup de sens. D'ailleurs, dans l'absolu, ils sont même pas obligés de l'avoir, ils peuvent télétravailler. Pour les gens qui sont obligés d'être là physiquement pour entretenir les sols ou les bâtiments ou faire d'autres tâches, là, pour le coup, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, le télétravail, ça n'existe pas. Donc je pense qu'en fait, ce qui a pesé un peu dans la balance, c'est surtout ce regard-là, de dire on va encore précariser des catégories. Pour ce témoignage de Simon Riondel, patron de la BRI, coup de chapeau aux policiers qui ont mené la négociation, Grégory Joron, bien sûr. Oui, évidemment, c'est une réussite absolue quand ça se passe comme ça, en sachant qu'on pense toujours à l'assaut quand il y a une prise d'otage, mais que l'assaut c'est l'option ultime quand on n'a malheureusement pas d'autre choix, et qu'en fait le but premier, c'est en effet ce qui s'est passé là, c'est une sortie avec aucun blessé, avec une reddition finalement du preneur d'otage et quelque chose qui se passe finalement et qui se termine finalement bien. Donc oui, chapeau à tous les effectifs engagés, à la BRI PJ PP qui encore une fois a été à la hauteur, quoi. Ce décret va peut-être nous être utile pour remonter une fois que les mortiers d'artifice ont été vendus. Non, peut-être que dans pas longtemps, ce décret sera vintage parce que les délinquants vont passer par d'autres structures pour se faire livrer des mortiers d'artifice, notamment de l'étranger ou voilà par courrier, par colis en fait. Grégory Joron, est-ce que c'est une manière quand même de un peu réguler ce trafic de mortiers d'artifice? En tout cas, c'est un outil supplémentaire. Est-ce que ça sera efficace? On verra ça dans quelques mois si on réussit à être à l'abri de ce que mes collègues malheureusement vivent tous les soirs, parce qu'on parle en effet des tirs sur la zone Île-de-France, mais malheureusement c'est à peu près dans tout le territoire que ça arrive. Donc on verra assez rapidement si finalement il y a un petit impact, on l'espère quand même. En tout cas, nous, c'est un outil supplémentaire, on voit forcément ça comme plutôt une bonne nouvelle.
hein, d'essayer de mettre un frein à ça. Reste en effet le e-commerce, hein, pour lequel, à mon avis, on aura du mal à contrôler quelque chose. Tout ça s'achète en ligne, on est d'accord. Bien sûr. Et oui, bien sûr. Et ceux qui passent la frontière quand ils habitent pas loin pour aller en Allemagne ou dans d'autres pays où c'est beaucoup moins réglementé et finalement reviennent avec le coffre plein, quitte même à en faire du trafic. Donc tout ça, ça va être forcément à regarder si jamais en effet cette mesure a une efficacité sur le terrain. On pourra, je pense, le voir assez vite. Est-ce que vous avez une explication sur le fait qu'on est obligé de rajouter Non, j'ai pas d'explication particulière, sauf à dire que je pense que c'est un problème politique. Oui, je pense qu'ils n'arrivent pas à prendre de bons bouts, clairement, parce que en effet, malgré des annonces un peu fortes, finalement... Non, mais ce qui va se passer, pardon Grégory, mais ce qui va se passer, ce qui compte, c'est au 1er janvier les statistiques. Si on arrive à dire qu'il y a moins de voitures brûlées et qu'il y a moins de mortiers d'artifice qui ont été tirés, on ne sera pas loin de parader. C'est tout. Et on publie désormais à nouveau ces statistiques des voitures brûlées ou non? J'ai pas souvenir qu'on les ait publiées récemment. Non, les chiffres, alors mauvais genre, oui, je sais pas, ça fait mauvais genre, mais en tout cas, ça fait quel oui, en fait, c'était le message politique à l'époque, je crois que c'était pour dire d'éviter les concours entre quartiers. En même temps, ça évite aussi de dire la réalité. Démontrer qu'on a eu 50 voitures brûlées dans un endroit. Mais une question pour M. Geron, s'il le permet. Le président de la République a lancé une grande concertation sur prendre le pouls de la police, sur le mal-être, les bonnes et les mauvaises raisons de se comporter comme cela. Où on en est de ce fameux Beauvau? Il y a quelques décisions de prise, il y a un rapport qui va être écrit, on va savoir quelque chose, ou c'était juste de la gesticulation? J'ai eu une heure. Non, j'ai pas eu une heure. Faites-moi une petite synthèse en une seconde. Vous êtes dur, ça mérite beaucoup plus que ça. Déjà ça a eu le mérite d'exister. Le format, je pense qu'il n'a jamais eu lieu de cette manière-là. Donc rien que pour ça, c'est à saluer. Pour le coup, il y a eu 1,5 milliard de budget qui a été voté. C'est aussi assez historique. Alors nous, on n'a pas signé jusqu'en bas tous les chèques pour choisir les voitures, le matériel, etc. Mais bon, j'ose espérer que dès le début de l'année prochaine, il y a déjà des choses visibles en termes de matériel, etc. Ça, c'est plutôt bon signe. Il va y avoir encore des discussions et l'écriture d'une loi d'orientation et de programmation pour le ministère de l'Intérieur qui est, à mon sens, de toute façon, ce qu'il faut comme outil pour redresser la barre pour notre institution police, vu qu'elle est quand même dans un état, elle est très mal en point. Il faut au moins ça pour avoir du budget pérenne, etc. Non, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal, mais il reste encore de l'autre côté des transformations qui vont être un peu compliquées, mais aussi des projections qui sont plutôt intéressantes en termes de carrière, etc. Moi, si j'espère une chose du Beauvau de la sécurité, vraiment, je le dis en toute humilité, c'est d'essayer d'avoir fait comprendre à ceux qui sont en place et ceux qui arriveront plus tard que, en tout cas, un pilier régalien comme celui de la police, c'est pas une variable d'ajustement budgétaire, et que la sécurité, ça doit absolument être un effort permanent pour pouvoir avoir une prestation de sécurité qui est à la hauteur. Aujourd'hui, elle ne l'est pas du tout. D'accord. J'espère que dans 4 ou 5 ans, elle le sera. Donc je m'interroge, au-delà de la manière dont on va payer tout cela à la fin, je m'interroge quand même sur l'utilisation de tout cet argent. C'est tout. On a le budget voté, enfin en tout cas le projet de loi de finances 2022, il est assez précis pour la police en termes d'orientation budgétaire. Donc on a vu, nous, à peu près là où ça tombe, les niches allaient tomber. Et globalement, en plus, je pense que les syndicats, en tout cas celui que je représente, mais tous ceux qui étaient autour de la table, ont en plus assumé le choix de dire que pour une fois, on allait plutôt favoriser les conditions de travail plutôt que des primes. Et moi, je trouve que c'est intellectuellement déjà une belle évolution collective, et que finalement, fallait se porter sur le policier du quotidien, comment il vivait sa mission, et mettre à disposition vraiment du matériel pour pouvoir déjà, parce que c'est une question aussi de reconnaissance et d'estime, quand on est bien équipé, qu'on a une bonne image, etc. Ça participe quand même aussi, ça aide quand même à exercer quotidiennement. Donc ça, je pense que vraiment déjà dès l'année prochaine, on va le voir. Après, les questions budgétaires, comment on paiera tout ça, je suis assez d'accord. Je pense que nos enfants n'ont pas fini de le payer d'ailleurs. Mais globalement, du Beauvau de la sécurité, personne aujourd'hui ne peut dire que ça a été une mauvaise nouvelle. Grégory Geron, vous êtes surpris par ce nouveau type de barrage? Je crois qu'il n'y avait pas de checkpoint en France. Bon, la preuve, c'est qu'il y en a tous les jours et que vous voulez
vous les désinstallez tous les jours. Oui, là, une hertz, c'est quand même assez nouveau. Oui, mais c'est rien de surprenant. C'est encore une fois. Nouveau, en fait. Non, c'est pas nouveau. Il y avait des articles. Oui, il y en avait déjà eu, mais je veux dire, celle-ci, bon, apparemment, c'est la dimension. C'était pour le boulevard, pour un boulevard, mais globalement, il n'y a rien de nouveau. Ils s'adaptent pour finalement continuer à pouvoir avoir cette emprise sur le terrain pour leur business. Encore une fois, je l'ai déjà dit X fois, mais c'est une réalité. Il y a tellement d'argent en jeu que de toute façon, ils s'adapteront à chaque fois, que ce soit de manière opérationnelle comme ça, ou sur la manière de trafiquer. On a vu le Uber Sheet, la livraison, tout ça se met en place. De toute façon, voilà, c'est aujourd'hui quasiment une des premières entreprises de France avec 200 000 employés et 3 milliards et demi de chiffre d'affaires. Donc une fois qu'on a compris ça, il faut s'attendre forcément à ce que à chaque fois leur outil s'adapte par rapport à la pression qui est mise. Parce que pour le coup, c'est vrai, il y a quelques jours, je crois que c'est 100 kilos de résine qui ont été saisis, des fusils d'assaut dans des caves marseillaises. Donc il y a une vraie pression policière pour le coup, et l'action commandée par le ministre de l'Intérieur est visible, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc évidemment, ça leur demande à eux de s'adapter encore plus. Ce qui est nouveau, c'est aussi qu'à chaque fois, vous saisissez des armes, et notamment des armes à longue portée, de guerre. Oui, mais c'est nouveau ou non, ça va avec ce que je viens de dire. Il y a un trafic qui se militarise, évidemment. Pourquoi ? Parce que il y a déjà la pression policière, et après il y a la pression aussi de la concurrence, puisque là où avant il y avait une mafia plutôt bien organisée, avec des cartels plutôt bien implantés, aujourd'hui, clairement, c'est vraiment une guerre de territoire. Aussi pour une question économique, et forcément on a une espèce d'escalade en effet dans l'armement pour maintenir ces territoires et voir aller en conquérir d'autres. Grégory Joron, je vous vois écouter d'un œil attentif, d'une oreille attentive ce qui est dit. Non, mais je pense qu'on est forcément pas que dans le symbole. Il y a évidemment un esprit de communication, on le sait, puisqu'ils le font régulièrement pour qu'on parle de défis, de communication, de montrer aussi aux autres qui sont là. C'est une guerre de territoire, donc ils envoient aussi indirectement des messages à la concurrence, c'est une réalité. Après, il y a quand même de l'autre côté cette maîtrise du terrain, puisque c'est ce qui importe pour eux, et le fait de faire en sorte qu'il y ait le minimum de policiers qui viennent les gêner dans leur trafic. Donc il y a un peu tout qui se mélange, mais globalement, je pense qu'il y a quand même une vraie volonté d'être tranquille pour pouvoir faire leur business. Une petite question, M. Joron, mais très rapidement. Pardonnez-moi, mais on en parle presque tous les jours de ce qui se passe dans les quartiers, la drogue, la voyoucratie, j'en passe, c'est les meilleurs. Est-ce que vous avez le sentiment tout de même que les choses progressent ? Ou non ? Oui, en surface. C'est-à-dire qu'il y a une vraie action, et d'ailleurs il y a de plus en plus de représailles à l'endroit de mes collègues, parce que clairement les actions payent, ils font bouger les lignes, c'est vrai, sur des points de stup, ils vont au contact, il y a des saisies quasiment quotidiennes. Il y a des trafiquants en prison, etc. Alors après, c'est la deuxième partie de mon propos, c'était allé un peu plus vite que moi, c'est qu'il faut avoir une double action. Celle sur le terrain pour reprendre le terrain pas à pas et qui demande énormément d'énergie, énormément d'exposition des fonctionnaires, énormément de moyens matériels et humains. Et de l'autre côté, il faut laisser un temps long au service de PJ, STUP, etc. pour eux leur permettre de travailler sur le haut des trafiquants. Et c'est ce qu'ils demandent les collègues. C'est-à-dire que si vous leur laissez donner des objectifs, un peu de temps pour les cocher, ils vont y arriver. Et je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que sur une brigade de STUP, si vous leur dites déshabillez-moi un réseau, vous avez 8 mois, ils vont le faire, et à la fin la tête de réseau tombera et le gars prendra 7 ou 8 ans de tôle et ils vont lui enlever sa maison, son bateau, etc., etc. Mais si vous leur dites il faut faire du chiffre, il faut me taper le milieu du réseau et envoyer, tant pis, il fera que 5 mois de tôle, mais au moins ça se verra, clairement on va un peu moins régler le problème. Là, si vous faites tomber une tête de réseau, vous savez que pendant 2 ou 3 mois, en tout cas il n'y aura plus personne qui va s'en occuper. Ça reviendra évidemment, mais c'est un peu... Il y a une guerre entre trafiquants pour reprendre le territoire. Oui, mais je veux dire, il faut que l'action soit double, et sur le terrain, et un peu plus en profondeur. Malheureusement, je crois qu'en profondeur, on reste quand même un peu léger parce que ça demande un temps long et le temps long n'est pas favorable souvent à ce qui se voit. Bon, on n'a pas eu encore je crois pas, en tout cas, d'échange direct entre policiers et trafiquants. On a eu quand même notre collègue Éric Masson qui est décédé à Avignon sur un point de Lille, abattu par un trafiquant. Oui, mais là, pour le coup, c'était pas dans le cadre d'une intervention où on a eu des ripostes entre non, mais avec une alors bande il y a eu qui aussi, on a eu la Duchère, je crois que c'est ça, la Duchère à Lyon, il y a 2-3 mois.
fois où il y a eu des tirs sur les policiers qui étaient en approche, pareil. Donc si, c'est malheureusement arrivé et ça arrivera de plus en plus. C'est une réalité puisque c'est un trafic qui se militarise pour toutes les raisons qu'on a évoquées juste avant. Vous avez des craintes particulières sur le 31 décembre, qui évidemment est un soir particulier. On parlait tout à l'heure des tirs de mortier d'artifice, qui n'ont rien de festif évidemment. La sécurité, la menace terroriste, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Oui, bon, c'est globalement une année qui va être comme d'habitude, enfin une journée de l'année qui va être très tendue pour mes collègues, puisque c'est déjà eu beaucoup de monde engagé sur cette soirée-là. Forcément, tous les risques qu'on connaît d'embrasement de quartier. Non, mais là, ça ne va pas se passer puisque les feux d'artifice sont interdits. C'est interdit, oui. Ça ne peut pas arriver. Non, il y a eu un arrêté préfectoral assez intéressant sur Strasbourg, quoi qu'on en dise, et qui va avec un couvre-feu à l'endroit des mineurs qui, à mon avis, peut avoir du sens malgré tout, quand on voit ce qui se passe là-bas tous les ans, c'est-à-dire quasiment une centaine d'interpellations pour les années les plus fastes et vraiment beaucoup de difficultés pour mes collègues justement d'y trouver un cadre et surtout avec des gamins entre 13 et 16 ans en face, donc c'est quand même super compliqué à gérer. Donc je pense c'est pas mal de responsabiliser un peu les parents et d'avoir cette action-là claire et nette. Je regrette un peu l'aspect sanitaire posé par le préfet dans son arrêté, qui à mon avis est assez fallacieux comme argument. J'aurais préféré qu'il assume clairement la question de sécurité. Mais bon, au moins c'est posé. Après, pour le reste, on verra. Je suis dubitatif. Ouais. Alors, Clémentine, un dernier mot. Parfois, ça faisait beaucoup. Vous parliez d'une centaine d'interpellations, mais ça donne quoi après, justement, s'ils ont 13 et 16 ans? Ils ont droit à un rappel à la loi? Ça donne pas grand-chose. Voilà. Il n'y a plus de rappel à la loi, ça n'existe plus. Non, mais ça donne pas grand-chose, mais les collègues le savent. Et puis en plus, mais c'est pour ça que là, pour le coup, parce qu'il faut savoir qu'à Strasbourg, c'est très bien organisé. Il y a un gymnase qui est mis pour faire office de recueil. Enfin, tout ça est très huilé, tellement malheureusement c'est devenu le symbole. Donc c'est un gymnase avec les policiers. Oui, les policiers font des allers-retours. Alors quand ils peuvent, même pour tout vous dire, ils ramenaient déjà les jeunes chez eux. Quand ils avaient le temps, je pense que c'est pas vraiment la mission. On n'est pas non plus des nounous. Et à un moment donné, moi j'aime bien quand même la question de la parentalité se pose un peu et qu'on oblige un peu les gens.